L'invité de France Info ce matin est Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Jean-Michel Apathy. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Le congrès du Front National s'est déroulé à Lille ce week-end. J'ai fait une bêtise. On ne dit plus Front National. Réagissez. Le Front National est porteur d'une histoire épique et glorieuse que personne ne doit renier. Mais vous le savez, il est pour beaucoup de Français, même de toute bonne foi, un frein psychologique. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. Rassemblement National, ça change quelque chose de votre point de vue, à votre avis, Alexis Corbière ? Non, bah c'est un peu Back to the Future, vous savez, ce film où on revient un peu en arrière. Ça a été dit en 1986, lorsque le Front National avait fait son entrée en force à l'Assemblée nationale, en rassemblant non seulement des figures de l'extrême droite et puis de la droite, un peu classique, un peu has-been des fois, mais cette alliance s'appelait Rassemblement National. 35 députés. Voilà, 35 députés, donc c'est pas très nouveau. Moi, je me suis même amusé, même si j'aime pas plaquer toujours les exemples historiques, qui compris même Rassemblement National dans l'histoire de France, ça rappelle un peu, pour celui qui a un peu de culture, et c'est le Rassemblement National Populaire de Marcel Déat, qui était une organisation collaborationniste, alors que le Front National était un mot qui avait été volé à la résistance. Bref, bon, franchement, le problème, c'est pas l'étiquette, c'est l'orientation stratégique. Mais rassemblement, est-ce que ça peut permettre au Front National peut-être de se poser en véritable opposant, puisqu'on cherche toujours le véritable opposant d'Emmanuel Macron ? Vous savez, c'est pas parce que la région Nord-Pas-de-Calais s'appelle Hauts-de-France qu'il faut pas prendre la même route, c'est les mêmes paysages, les mêmes habitants. Et là, c'est pareil pour le FN, ça change de nom. Après, il y a quand même un débat. Je ne sais, comme c'est fait parfois de manière un peu confuse et maladroite au FN, le débat, c'est est-ce qu'il s'ouvre électoralement à la droite ? C'est ça le sujet qui amènerait un tournant. Il semble, si j'ai l'oreille fine, que c'est ce qu'ils veulent faire. Y arriveront-ils ? On verra. Auront-ils les partenaires pour le faire ? On verra. Et deuxièmement, ce qui est intéressant aussi, pour un homme comme moi, qui veut diriger une opposition populaire, c'est que le discours de Marine Le Pen était beaucoup moins social, entre guillemets, que ce qu'elle essayait de faire croire ces derniers temps. Elle n'a pas parlé de questions sociales, le code du travail, elle n'a pas rappelé qu'il a été touché, pas un mot d'écologie, etc. Pour ce qui est des milieux populaires, il n'y avait rien à attendre de ce discours. Et pire du pire, inviter Steve Bannon, quand même, qui est un homme qui a fait un documentaire géographique à Ronald Reagan. Ronald Reagan, quand on connaît l'histoire de la vie politique économique, c'est le point de départ de l'offensive libérale au niveau... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le pire du CV de Steve Bannon. Non, en plus, c'est vrai. Non, mais je ne veux pas rappeler le suprémaciste blanc, le gars qui est venu pour dire si on vous traite de raciste, tant mieux, accrochez-vous ça au plastron, tant mieux. Non, mais tout ça, ça a été dit. Mais en plus, quand même, inviter un gars qui en gros considère que Ronald Reagan, qui est celui qui a lancé l'offensive libérale au début des années 80, c'est un peu cocasse du point de vue d'une organisation qui se veut être contre la mondialisation libérale. Où se situe Marine Le Pen, à droite ou à gauche ? Elle répondait à cette question avec Laurent Delahousse vendredi soir sur France 2. Je ne sais pas ce que c'est de la droite et la gauche. Ça ne m'intéresse plus. Car je vais vous dire, ça n'est plus le clivage qui traverse la France. C'est aussi ce que peut dire Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute. Je ne crois plus à l'idée qu'il y ait d'un côté un bloc de gauche et de l'autre côté un bloc de droite. C'est un point commun entre vous ? Vous pensez que droite et gauche sont Bravo dépassées ? Jean-Michel Apathy, vous avez mis toute la nuit à préparer le truc, il fallait trouver le point de comparaison. C'est assez objectif. Jean-Luc Mélenchon a souvent dit que selon lui, le mot de gauche n'exprimait plus le combat politique qu'il avait envie de mener. Non, mais et quand j'ai entendu Marine Le Pen vendredi, je me suis dit tiens, voilà. Vous voyez, il y a pas. Vous savez, les choses sont quelquefois simples dans la tête d'un journaliste. Et voilà. Si non, mais c'est bien de rappeler qu'il y a aucun voilà. problème. Mais vous aimez bien dire mettre une forme de synégal entre le Front National et le FN. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver, cher Jean-Michel Apathy. Mais qu'importe, on n'est pas les seuls. Quoi qu'il en soit. Allons-y. Oui, chez les journalistes, il y en a beaucoup. Et ça n'est pas mon cas. Bon, moi, je pense effectivement qu'il y a un clivage qui est peuple-oligarchie aujourd'hui. D'accord ? Qu'effectivement, nous pensons que le mot de gauche ayant été particulièrement éclaboussé, sali, rendu confus, notamment par le quinquennat précédent de François Hollande, c'est pas un mot opérant. Et nous, plutôt que de dire que, pour aller jusqu'au bout de votre idée, il faut rassembler la gauche, mettre des petits partis les uns à côté des autres, nous cherchons à fédérer le peuple. C'est ce que nous avons dit pendant la campagne présidentielle, autour de thèmes de questions sociales, écologiques, démocratiques. L'extrême droite, elle utilise ça pour dire, depuis toujours, ni droite ni gauche français, bon, c'est pas ce qu'on nous disons. Nous, on dit le peuple. Et à partir de là, il y a aussi... c'est une manière de réactiver un vieux combat que nous portons, celui pour l'émancipation. Alors Marine Le Pen ne dit pas ça. Je vous coupe juste. Vous dites le vrai clivage aujourd'hui, c'est peuple-oligarchie. Le vrai clivage, c'est comme ça que nous entendons. C'est comme ça que vous entendez. Latéraliser la vie politique. Marine Le Pen dit un peu autre chose. Donc j'espère. C'est intéressant d'avoir votre analyse. Elle dit mondialistes et nationaux.
Ça vous paraît pertinent? Ah pardon, j'ai cru que vous allez... Non mais ça, le problème c'est que mondialistes et nationaux, la question c'est qu'est-ce que ça veut dire national? Moi je suis pour la souveraineté populaire, et pourquoi pas même exprimer la souveraineté nationale, je suis pour la défendre. Le problème aujourd'hui c'est qu'on a une situation où beaucoup du pouvoir du peuple lui est pris pour être amené à un niveau où il n'y a plus aucun contrôle populaire. Ça pose quand même un problème. Deuxièmement, la mondialisation. Je suis contre la mondialisation libérale, pas le fait que nous échangions avec d'autres peuples du monde. Depuis des siècles, nous échangeons. La question, c'est quelles sont les conditions de cet échange. Là encore, ça m'amène à proposer qu'il y ait une forme de protectionnisme solidaire. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on peut tirer le bilan en 2018, de se dire, bien sûr que nous voulons commercer, avoir des échanges avec tous les peuples du monde, mais faut-il accepter que rentrent sur notre territoire national des produits qui sont écologiquement, socialement fabriqués dans des conditions détestables? Faut-il chaque fois qu'il y a un traité, soit un traité de libre-échange qui empêche toute barrière, toute taxe sur des produits? Moi, j'ai pas envie que nous fermions des usines en France parce que des enfants de 10 à 12 ans fabriquent des ballons de l'autre côté de la planète. Je défends, bien entendu, je suis pour le droit à la liberté syndicale dans ces pays-là, mais je suis pour que nous disions, si vous voulez faire entrer des produits, écologiquement, saccagez pas la planète, donnez des droits syndicaux sur les travailleurs, etc. Je crois que ce discours-là montre effectivement un clivage très net avec l'extrême droite, mais vous savez, l'extrême droite, souvent, elle cherche à voler les mots du camp populaire. Vous êtes un connaisseur de l'histoire politique, je le sais bien, Jean-Michel Apathy, le fait qu'à travers le temps, notamment dans les années 30, l'extrême droite parlait comme les forces liées au mouvement ouvrier, c'est pas nouveau. Mais ayons l'oreille fine. C'est pourquoi j'invite les gens à se dire, attendez, y compris les milieux populaires qui votent FN, Marine Le Pen, elle a défendu le Code du travail quand ils l'ont attaqué? Non. Je peux dire, moi, comme parlementaire qui ai passé des nuits à défendre ça, il n'était même pas dans l'hémicycle. Donc si vous êtes issu des milieux populaires, ne votez pas FN, vous vous faites arnaquer. Parce qu'ils ont beau faire du bruit avec leur bouche, en vérité, sur le terrain social, ils ne sont pas là. Il y a essentiellement la France insoumise. Vous restez avec nous, l'essentiel de l'info tout de suite avec Edwige Coupez, il est quasiment 8h40. Une situation électrique ce matin à Mayotte, alors que la ministre des Outre-mer vient d'arriver sur l'île. Pas sûr qu'Annick Girardin aille à la rencontre des manifestants, c'est ce que confie son entourage. Des barrages constatés à côté de l'aéroport. La population proteste depuis 3 semaines maintenant contre l'insécurité et la ministre vient pour tenter de rétablir le dialogue. Une enquête menée exclusivement à charge avec des prévenus choisis comme bouc émissaire. L'avocate de 9 des 12 salariés et ex-salariés d'Air France sur France Info ce matin. Tous sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui dans l'affaire de la chemise arrachée, celle du DRH obligé d'escalader une grille pour échapper à des manifestants. C'était en 2015 pour dénoncer un projet de restructuration de la compagnie. L'heure des choix pour les 800 000 élèves de terminale, ils n'ont plus que jusqu'à demain, 18h pour finaliser leur 10 vœux sur la nouvelle plateforme d'orientation. Parcoursup qui remplace APB, plus d'algorithmes, mais des vœux étudiés au cas par cas par les universités et par les écoles. Et les premières réponses envoyées aux élèves à partir du 22 mai. Marseille, vainqueur de Toulouse, 2-1 en clôture de la 29e journée de Ligue 1. L'OM conforte sa 3e place derrière Monaco et Paris et garde ses 5 points d'avance sur Lyon. Avant à une semaine du choc avec l'OL, ce sera dimanche prochain au Vélodrome. France Info. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Les élections législatives partielles se déroulaient hier, un deuxième tour en Guyane, un premier tour en Haute-Garonne. En Guyane, votre candidat de La France Insoumise était qualifié pour le second tour face au candidat La République En Marche. Vous espériez gagner, mais c'est l'inverse qui s'est produit. On écoute le vainqueur du camp d'Emmanuel Macron. Le mot d'ordre, c'était de gagner à nouveau pour renforcer notre légitimité. Ils ont voulu faire croire des choses. Maintenant, le peuple de Guyane a parlé. Beaucoup. Qui a voulu faire croire? Les adversaires. En tout cas, j'ai une pensée particulière pour chacun. Je veux saluer tous ceux qui ont cru en Davy Riemann et lui dire aussi qu'il a mes respects. Mais maintenant, on va continuer à travailler, tout simplement. Et en Haute-Garonne, vous espériez dépasser au premier tour le candidat socialiste. Ça ne se produit pas, il vous distance. Non, ce n'était pas le candidat socialiste. Je pensais que nous puissions être devant le candidat République En Marche. Non, Jean-Michel Apathy, on connaît tous les deux la Haute-Garonne. Vous pensiez être qualifié au second tour alors? Face au PS, je pensais. D'accord, et vous ne l'êtes pas, et de loin, puisque votre candidat fait 13% des voix quand celui de la République En Marche en fait 20, et le candidat socialiste 38. Il fait un bon score, le candidat socialiste. Est-ce que ces résultats vous amènent à vous interroger sur la stratégie que vous suivez? Non, parce qu'on est en 3e position, on était en 4e, on est devant le Front National pour ce qui est de la Haute-Garonne. On observe en plus, vous êtes intéressé au sort de la France Insoumise, vous avez bien raison parce que je suis là, mais le candidat de République En Marche, il recule énormément. Et le candidat socialiste résiste dans un des seuls endroits de France, j'y suis encore récemment, où ils tiennent le département, la région, tous les maires ont signé, et dans un endroit qui a peu voté, finalement, ils ont réussi à mobiliser quelques-uns. C'est contradictoire avec le discours que vous tenez depuis des semaines, un parti socialiste qui n'existe plus, qui est supplanté à gauche par la France Insoumise. Ce que
les urnes Je ne veux valident bien pas. admettre qu'après c'est la 4e élection partielle. Moi, j'étais allé en territoire de Belfort où le candidat socialiste faisait 2,6%, 0,7% des électeurs inscrits chez les terres d'anciennes de Raymond Forny, qui avait quasiment disparu. Pareil dans le Val d'Oise. Je veux bien admettre qu'en Haute-Garonne, où ils tiennent tout, d'accord, ils ont réussi à faire ce score à l'heure où, dans cette circonscription, il y a 5 ans, le candidat socialiste était élu au premier tour avec 52% dès le premier tour. Si vous voulez voir là un triomphe du Parti socialiste, tant mieux. Ce que j'observe, c'est que la France insoumise reste... Non, mais on fait un score correct. J'aurais préféré, effectivement, que nous fassions un peu plus. Je suis allé mouiller la chemise pour ça. C'était Philippe Jiménez qui était un beau candidat. Bon, je veux dire, en Guyane, ça se joue à 200 voix près. D'accord, avec une situation qui est jusqu'encore au dernier moment, on a cru pouvoir l'emporter parce que malgré la visite de Jean-Luc Mélenchon. Le dernier, oui, mais en face, il y a eu. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup de talent, mais pas la peine d'ironiser. Ils ont mobilisé aussi tout le gouvernement là-bas. Monsieur Castaner, non mais malgré la visite, ça amène à ce que. D'accord, face aux candidats du gouvernement, ça se joue à l'arrivée à 200 voix près, où nous remportons largement dans beaucoup de villes, mais il y a un dernier canton où, d'un seul coup, pour 97%, ils votent pour M. Léanic Adam, qui est le candidat République En Marche, pour une raison d'ailleurs, qui est due à l'histoire de la Guyane, que M. Adam, que je respecte, est un Bouchiningue, et que cette ethnie n'a jamais eu de représentation politique, et beaucoup de gens sont mobilisés, etc. Très bien, tout ça, c'est un des éléments locaux, mais tout de même, ça s'est joué à peu de choses. David Riemann incarne cette opposition populaire, et nous sommes, me semble-t-il, la principale force, de manière cohérente, à tenir tête au gouvernement sur le terrain social et écologique. Bon, c'est confirmé par les élections. J'avoue que j'aurais aimé que David gagne. Enfin, c'est passé pas très loin. Du coup, oui, c'est comme au premier tour de l'élection présidentielle, ça passe jamais très loin. Du coup, mais est-ce que c'est vrai ? Pas de remise en... Est-ce que c'est vrai que c'est pas passé loin ? Bon, on peut dire les deux choses. Oui, ça passe pas loin, et puis en même temps, c'est une négation de la réalité, c'est-à-dire ça passe jamais. Mais bon, là, on peut dire les deux choses. Mais on n'en est pas encore là. Non, mais on choisit celle qu'on veut. Mais pourquoi vous me taquinez, Jean-Michel ? Je viens dans les meilleures dispositions. J'ai un grand plaisir à vous voir. Ah, mais moi non, aussi. mais une élection présidentielle qui se termine, où 4 candidats, puisque vous ironisez là-dessus, se retrouvent dans un mouchoir de poche. Non, mais... On parle des faits, j'ironise pas. Mais moi, avec Jean-Luc Mélenchon, le 10 février 2016, quand on annonce la candidature, on n'a personne avec nous. Tout le monde nous tape dessus. Même le porte-parole du Parti communiste. Vous voyez, tout le monde nous tape dessus. À l'arrivée, ça se termine. On fait 7 millions de voix et à 600 000 voix près, c'est ce qu'on a dit, on était au second tour. Permettez de dire qu'on se dit, on n'a quand même pas trop mal travaillé. Moi qui n'étais rien, je me retrouve député. On est 17 dans un groupe, on fait du boulot. Admettez que le paysage politique a bougé. C'est la seule chose qu'on a dit. On passe pas notre temps à se mortifier. Mais on se dit quand même, il y a eu une dynamique qui s'est levée. Voilà. Le 22 mars, vous serez dans la rue ? Ah, il le faut. Avec les fonctionnaires, avec les cheminots ? Avec la population. C'est pas une affaire de fonctionnaires et de cheminots. Défendre le train, vous comme moi, on n'est pas cheminots, on prend le train. Qu'est-ce que vous voulez ? Que le prix du billet soit pas prohibitif et être en sécurité quand vous prenez le train. J'affirme que ce que fait le gouvernement, qui vise à aller vers la privatisation, parce que demain, dans la société anonyme qu'ils vont mettre en place pour remplacer la structure actuelle de la SNCF, l'État ne sera plus qu'à 15%. J'affirme qu'ils vont vers la privatisation. 15% de quoi ? De l'ensemble, d'accord ? La part de l'État dans la société anonyme. Ah bon ? Bah oui. Et qui c'est qui aura les 85% ? Je vous remercie, c'est une bonne question, on va s'interroger. C'est-à-dire, le gouvernement qu'il vendra des actions de la SNCF ? Vous avez bien suivi ce qu'annonce le gouvernement. On va voir. Actuellement, bien sûr, le gouvernement, il dit non, on ne va pas privatiser. Mais expliquez-moi, vous n'avez pas suivi ça ? C'est ce qu'a annoncé le gouvernement, dans la société anonyme. Le chiffre de 15%. Oui, me semble-t-il. Vous semblez étonné par ça ? Ce sera la part incessible de 15%. Après, c'est la part incessible. On loupe tous des choses, mais j'ai pas compris que l'État descendrait à 15% de l'actionnariat de la future société on verra, nationale de la SNCF. C'est la part incessible. On va vérifier là. Je pense que les gens sont déjà sur Google. Non, peut-être que je suis en train. Non, mais moi j'affirme très bien que de toute manière, la logique de ce que fait le gouvernement. Et peut-être que j'ai fait une erreur, mais je pense que je dis quand même des choses qui ont été annoncées dans l'ensemble des mesures du gouvernement. En tout cas, on va vérifier. En tout cas, tout, que ce soit le patron de la SNCF, le gouvernement... Bien sûr, non, mais là-dessus, que les choses soient claires. Affirmer qu'il n'y aurait pas de privatisation. On est d'accord, c'est la raison pour laquelle... C'était d'ailleurs une des grandes craintes avant ce plan, puisque le rapport, souvenez-vous, le rapport Spinetta disait qu'il fallait aller vers la privatisation. Ça a été une des surprises. Mais on est d'accord sur le fait qu'ils ont... Mais comme on l'a vu aussi sur beaucoup d'autres endroits où le gouvernement a dit qu'il ne privatiserait pas, puis à l'arrivée, ça finit comme ça. Sinon, je veux dire, allons à l'essentiel. Pour quelle raison faire tout ça ? Pour quelle raison modifier le statut des cheminots ? Pourquoi si c'est pas pour permettre aujourd'hui que demain une privatisation soit possible ? Sinon je comprends pas. Surtout qu'en vérité, après avoir tapé sur les cheminots, beaucoup disent non mais en fait ils sont pas du tout responsables du problème de la dette. Ils bénéficient d'aucun avantage particulier. Ils partent à la retraite comme tout le monde. Ils ont des salaires. Moi j'ai fait des réunions avec des cheminots, les gars après 20 ans de boîte, 1 900 €, 2 000 €. Vous avez vu, à la fois on provoque, puis après on dit non mais c'est pas le problème. Mais pour quelle raison ?
Pourquoi les gens ne devraient plus être embauchés sous statut de cheminot? Mais c'est pas le sujet. Quel but vous poursuivez en manifestant? Est-ce que vous voulez faire reculer le gouvernement de la totalité de la réforme, ou bien le retrait seulement du gouvernement sur la question du statut? Non, Est-ce qu'il y a des buts comme ça que vous poursuivez? C'est pas le problème du statut. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment on défend la SNCF. Il faut que ça reste un bien public, j'ai envie de dire, qui travaille pour l'intérêt général, qui ne se voit pas soumis à des logiques de privatisation, car je veux que le prix du billet continue à être tel qu'il est aujourd'hui, relativement bas par rapport à d'autres pays où ça a été privatisé. Je veux que nous maintenions les lignes, même quand elles ne sont pas rentables, parce que ça va être ça le problème. Si vous faites rentrer des critères de rentabilité dans la boîte, les grandes lignes qui font de l'argent, Paris-Marseille, il n'y aura pas de problème, la ligne TGV, elle sera maintenue, mais les petites lignes de province, qui va investir là-dedans? Et ainsi de suite. C'est le même sujet. Si vous modifiez le statut des cheminots, c'est quoi le statut? Ça a été un statut plus précaire, avec des critères de rentabilité. Qu'est-ce que nous, on va y gagner? Vous, moi, Bruce Toussaint, vous prenez le train. Bien sûr. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il faut une réforme de la SNCF ou non? Ah mais moi, on peut faire beaucoup de choses. Je ne dis pas que le statu quo doit être maintenu. Par exemple, pas cette réforme-là, mais une autre réforme. Par exemple. Alors on va aussi faire du fact-checking, vu que vous pensez que j'ai dit une bêtise. Mais quand, par exemple, Édouard Philippe dit « Si on fait rien, dans les 10 ans qui viennent, la dette va continuer de se creuser de 15 milliards ». Il a raison. Toutefois, il faut s'interroger. Pourquoi la dette va se creuser? Est-ce que les Français savent que 1,5 milliard d'euros chaque année, c'est les intérêts de la dette? C'est-à-dire, dans ce que l'État a emprunté, la part que nous reversons, une fois qu'on a remboursé ce qu'on doit, aux banques privées. Non, mais est-ce que c'est pas stupide, ça? Ah bah oui, la dette. Est-ce que c'est pas stupide? C'est stupide. Non. 45 milliards dans le budget de l'État. Mais vous et moi, Jean-Michel Apathy, quand vous et moi on achète un oui, bien, qu'on passe par une banque, c'est quelque part logique. Mais l'État, quand il fait des investissements d'intérêt général, pourquoi doit-il, en plus de ce qu'il doit rembourser, les intérêts de la dette? C'est absurde, c'est inacceptable. Si, en quelque sorte, l'État reprenait cette dette et qu'on passe plus par ces banques privées, qu'on ne rembourse plus, en plus 1,5 milliard, il n'y a plus de dette de 15 milliards dans les 10 ans qui viennent. Vous souhaitez un mouvement dur, fort, mobilisant, oui, un mouvement démocratique qui s'exprime. J'espère que personne n'est choqué par le fait que dans ce pays, ça manifeste, ça fait partie de l'histoire de France. Nous, à l'Assemblée nationale, on se fera entendre. D'ailleurs, les ordonnances montrent la brutalité du système. Ils veulent brutaliser la représentation nationale. Et j'invite tout le monde... C'est pas très populaire de bloquer les trains, bloquer le pays. Non, ce qui est pas... Non. Ça va créer Là, vous faites de l'idéologie. Ce qui n'est pas populaire... Oui, oui. C'est très grave. Non, mais oui, Bruce Toussaint. C'est très, très grave. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement dit ça. Pourquoi dire? Ce qui n'est pas populaire, c'est de faire augmenter le prix du billet de train. Ce qui n'est pas populaire, c'est de fermer des lignes. D'accord? Donc si vous abordez la discussion comme journaliste en disant ce qui n'est pas populaire, c'est de bloquer le pays, quelque part, vous sous-entendez qu'il ne faut pas bouger. C'est une question. J'ai bien compris, mais moi, je vous taquine. Oui. Ah, d'accord. Non, mais acceptez-le, Bruce Toussaint. C'est de la taquinerie idéologique. Mais on est d'accord que parfois, je vous assure, on peut travailler tous les deux, si vous voulez, ça va vous passionner, sur la manière des fois dont vous abordez les sujets, et vous verrez que parfois, il y a un parti pris. Mais sans doute que vous allez dire que j'exagère, que je ne vais pas me mêler de votre métier, mais comme moi, je ne vais rien dire comme ça. Ça sera plus simple. Non, mais on peut se parler librement, quand même. Il nous reste 10 minutes d'interview, vous allez voir, on a encore plein d'occasions de se taquiner. Oui. Vous restez avec nous, 8h50, voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Un assassinat politique, ce n'est pas de la taquinerie, c'est la réaction de Jean-Marie Le Pen ce matin sur France Inter au lendemain du changement de nom du FN, rebaptisé Rassemblement National par sa fille. Pas question pour lui d'adhérer à ce nouveau parti, il se réserve par ailleurs le droit de reprendre le nom de Front National. 4e semaine de contestation à Mayotte, le principal port de l'île bloqué, la rentrée scolaire remise en cause par des écoles fermées, des barrages érigés sur les routes et notamment près de l'aéroport, alors que la ministre des Outre-mer vient d'arriver sur place. Annick Girardin va tenter de renouer le dialogue. Son entourage décrit pour l'instant une situation électrique. Dernier jour en Inde pour Emmanuel Macron. Après la photo carte postale hier soir devant le Taj Mahal, le président se rend aujourd'hui sur les bords du Gange, à Bénarès, capitale spirituelle de l'hindouisme. Il doit aussi inaugurer une centrale solaire construite par le français Engie. 3 nouvelles médailles françaises aux JO paralympiques de Pyeongchang. Le bronze pour Cécile Hernandez en snowboard cross et 2 autres en ski de fond, l'argent et le bronze pour Benjamin Davier et Thomas Clarion. Le compteur tricolore affiche maintenant 9 médailles. France Info. Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. On ne trouve pas trace d'une évocation de 15% de titres. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Incessible, ça peut être... Bon, pour l'instant, on ne trouve pas. Les parts incessibles, le Premier ministre en a parlé, mais le chiffre de 15%... Non, mais si j'ai dit une bêtise, c'est bien dont acte. Non, mais c'est pas que j'ai dit une bêtise, on ne le trouve pas, soyons objectifs. Écoutez, je vais être honnête avec les auditeurs de France Info, que je ne veux surtout pas... Ce que je veux dire de toute manière, là où vous avez parfaitement raison, Jean-Michel Apathy, vous Bruce Toussaint, le gouvernement a dit qu'il ne veut pas privatiser. Monsieur Pépi a dit qu'il ne veut pas privatiser. Moi, j'affirme que c'est leur projet. D'accord.
C'est ça leur projet. Sinon, je ne comprends pas la logique. Voilà, c'est tout. Et ça, je l'affirme politiquement. Après, restons-en là. En Italie, il y a 8 jours, le parti populiste et anti-européen de Beppe Grillo est arrivé en tête des élections législatives. Selon vous, Alexis Corbière, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est pas une bonne nouvelle. Parce que c'est un mouvement qui porte en lui-même une xénophobie et aussi, en plus, avec des scandales de corruption. Et ça ne réglera pas le problème de l'Italie. Il conteste le système comme vous le faites. Oui, mais... Il veut sortir les sortants comme vous le dites. Mais il faut contester le système. Vous savez, dans ce pays, je pense que l'ensemble de l'humanité aujourd'hui, dans un monde où 1% des gens les plus riches captent la moitié des richesses du monde, conteste le système. Mais est-ce que ça n'est pas le signe que peut-être D'accord. Donc, non, mais ce que je veux dire, attendez, un potentiel pour vous existe si en Italie, ça, je vais en dire deux mots. Ça se manifeste à ce niveau-là. Acceptons l'idée que quand on conteste le système, on ne doit pas être rangé dans le même sac que d'autres forces. Il ne faut pas faire un paquet cadeau confus qui n'amène plus rien à comprendre. Comme le mot populiste, par exemple. Moi, à Fort, de manière bravache, avec Jean-Luc Mélenchon et mes amis, je suis populiste, si vous voulez, mais je suis un populiste républicain, un populiste humaniste. Parce que derrière tout ça, il peut y avoir, je vais dire les choses plus simplement, si vous nous tapez dessus, vous aurez du Beppe Grillo en France. Si vous nous tapez dessus à qui ? Si la France insoumise, en permanence, se retrouve à être le sac de frappe de beaucoup de commentateurs... Vous ne pouvez pas être au-delà de la critique, vous êtes dans une démocratie. Oui, j'entends bien, mais je trouve que parfois elle a un caractère... Non, mais je trouve que parfois, y compris dans cette maison, quand vous venez nous chercher des pouces sur les comptes de campagne, alors qu'en vérité, nos comptes de campagne ont été validés, qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a un buzz pendant 2 jours qui consiste à faire croire que nous aurions en quelque sorte franchi la légalité, que des journaux écrivent à mon sujet que ce que j'ai fait est moralement douteux. Tout ça, non mais ça, Jean-Michel Apathy, je vous vois dodeliner de la tête, mais ça crée un climat qui est quand même étonnant. Il n'a pas dodeliné. Si, j'ai dit un peu dodeliné, mais je défendrai le travail de mes camarades défendez-les, de Radio France qui ont fait un travail factuel. Voilà. Non, oui, mais alors pour quelle raison ? Quand il pleut, quand il fait beau, il fait beau. Voilà. Non, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en même temps que vous avez la réforme de la SNCF, que tous les comptes des campagnes sont validés, en choisir un pour faire croire qu'il y aura un cas particulier, c'est sous-entendre que ceux qui vont se faire entendre contre la réforme de la SNCF sont pas blanc-bleu. Mais les autres et aussi ont un problème. Ont été épluchés. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Parce qu'il n'y avait rien de répréhensible à raconter. Mais chez nous non plus. Chez nous non plus. C'est ça le paradoxe. Mais c'est pas un complot contre vous, c'est autre chose. C'est une détermination journalistique. Et dès qu'on vous interroge, vous dites, vous voyez, la manière dont vous parlez, vous nous tapez dessus, donc vous faites monter le populisme. Par exemple, alors attendez, on va revenir. Donc il y a une vague dégagiste qui traverse l'Europe, je pense. Que vous incarnez. Merci. Non, mais elle prend pas les mêmes formes. Beppe Grillo, c'est pas Mélenchon. Ceux qui disent, il faut aujourd'hui un autre partage des richesses, il faut répondre à la crise écologique, il faut de manière démocratique en France aller vers une 6e République qui redonne des pouvoirs aux citoyens, sont pas les mêmes qui disent dehors les immigrés, etc. J'espère que chacun l'aura compris. Mais si, justement, chaque fois qu'une voix se fait entendre, on la calomnie, on risque de fabriquer des monstres. C'est ce que je veux dire. Et surtout, observons, pour prendre l'exemple italien, c'est que, alors que M. Renzi était présenté comme le jeune Mozart de l'Europe, etc., il a été balayé lui aussi. Il y a un profond bouleversement politique. Il reste après à saisir l'opportunité que cette énergie confuse qui s'exprime de colère contre la manière dont l'Union européenne s'est construite, qu'est-ce qu'elle donne ? Du positif ou du négatif ? C'est ça l'enjeu et le charme de la politique. Moi, j'invite les Français à se dire, on peut faire mieux, on peut à la fois tout changer, mais pas en fabriquant une solution qui fait le jeu de Madame Le Pen ou de ceux qui expliquent que c'est la faute du plus pauvre ou de l'étranger. Voilà, moi je parle fort avec mes amis, mais fondamentalement je suis un partageux. Je pense que ce pays est magnifique, il y a un potentiel énorme, on peut avoir des beaux services publics, une meilleure éducation, pas saccager la planète, c'est ça qu'on dit. Mais on ne le fera pas avec ceux qui ont fait du mal. Voilà. Nous parlons de l'Europe, élection européenne en juin prochain, et hier Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne serait pas de la partie. Je ne serai ni tête de liste ni candidat. Qui sera le tête de député de Marseille et bon... Ça va, quoi. J'ai de quoi m'occuper. Je suis président du groupe parlementaire. Alors, c'est une vie très dure que j'ai entre les deux, mais voilà. Qui sera la tête de liste ? Vous avez déjà une idée ? On y réfléchit. C'est un handicap que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas candidat pour vous ? Non, c'est une force. C'est que vous savez... Qu'il ne soit pas candidat. Non, mais c'est une force de pouvoir créer les conditions que ce ne soit pas tout le temps sur son dos que les choses soient portées. Quel profil robot de candidat pour vous ? C'est quelqu'un qui incarne une forme de renouvellement aussi, qui n'est pas un professionnel de la politique. Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Important. Moi, je suis fier. Automatiquement membre de la France Insoumise ou pas ? Vous savez, c'est un mouvement, oui, qui fait partie du mouvement, mais ou quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais si c'est une figure qui incarne ce que nous représentons, pourquoi pas ? Mais vous savez, par exemple, moi, je suis fier qu'un Quatennens, Adrien Quatennens, que vous avez invité, des visages nouveaux, qui ont 27 ans, que vous ne soupçonniez pas leur existence, soient là. Et moi, souvent pendant la campagne, quand on en parlait, Jean-Michel Apathy, vous me disiez, ouais, à part Mélenchon, il n'y a pas grand monde. Bon, mais maintenant, on est là. Et vous verrez, il y a d'autres noms. Une Charlotte Girard que vous connaissez peut-être, un Manu Bompard que vous connaissez peut-être.
peut-être. Younous Omarjee, qui est notre député sortant, qui a fait un magnifique boulot, sera présent. Faut quelqu'un pour incarner une tête de liste, il faut quelqu'un qui ait déjà une notoriété. Si vous mettez ou alors à l'inverse, aussi, ou alors à l'inverse, un visage totalement nouveau, qui par sa nouveauté, par le fait qu'il travaille, qu'il n'a jamais été élu, etc., exprime un peu quelque chose qui résonne dans le cœur des Français. Il ou elle. Il ou elle en plus, parce que on est sensible au fait que ce soit porté par une femme. Quelquefois, il fait de l'idéologie à bon escient, Bruce Toussaint. À vous d'en juger. Non, mais c'est intéressant sur cette histoire des cheminots, je reviens là-dessus. C'est qu'il va y avoir un choc social le 22 mars. C'est fini. Oui. Non, mais c'est intéressant. Et la manière dont ce choc sera commenté, ça donnera une couleur. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Alexis. Je vous remercie de m'avoir invité. On était ravis de vous accueillir. Vous êtes revenu. Bonne journée à vous. Allez, à vous.